Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire, la route Kutu, encore 8 morts et 2 blessés. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit cet après-midi à Potou, dans la région de Louga. Il s'agit d'une collision entre deux taxis dont l'un transportait des supporters d'une équipe de Navetan. Les assurances du directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il n'y a pas d'épidémie de grippe, soutient Dr Mamadou Ndiaye, qui reconnaît cependant une recrudescence de la maladie. Espoir de grande moisson pour les producteurs du Foulado, avec plus de 800 mm de pluie enregistrée. L'arachide et le maïs sont déjà vendus sur le marché. Le riz en phase de croissance avancée, d'où l'optimisme des agriculteurs. Un nouveau plan de circulation en vue de l'inauguration de Massalikul Jinan à Colobane. Celui-ci est opérationnel les 26 et 27 septembre prochains. La police à pied d'œuvre annonce avoir déjà entrepris des opérations de sécurisation. En sport, le ministre Matar Ba rend visite demain au Lion du handball. Les détails dans la page des sports de Abdou Diouf Junior. Fama John fera le tour du web et l'invité, le chef du bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Entretien à suivre en fin d'édition qui vous est présenté par Pabes Diba. Abdou Thiam est à la partie technique. Pabes Diba. Mesdames, Messieurs, bienvenue tout d'abord avec cet accident qui a fait 8 morts et 2 blessés. Nous avons en ligne notre correspondant à Louga, Abraham Polpoui. Abraham, bonsoir. Bonsoir, Pabes Diba. Alors, 8 morts et 2 blessés, morts consécutifs à un accident intervenu cet après-midi à Potou, dans la région de Louga. Alors, fais-nous le détail. Ok, Pabes Diba, comme vous l'avez dit, c'est le bilan de l'accident qui a fait 8 morts et 3 blessés. L'accident est survenu sur la route nationale qui mène à Potou, qui va jusqu'à Saint-Louis. L'un des taxis transportait des supporters qui venaient tout juste de suivre un match du championnat populaire communément appelé Navetan. L'autre taxi, d'après les informations, venait de la route qui mène à Saint-Louis. L'accident est survenu après le match de football, ce qui a causé 8 morts et 3 blessés. Les secours sont actuellement sur place pour essayer d'aider les blessés et d'évacuer les morts à l'hôpital régional de Louga. Merci Abraham Polpoui, vous êtes notre correspondant à Louga. Puis il n'y a pas d'épidémie de grippe, encore moins une grippe importée, en l'occurrence la grippe asiatique qu'aurait importée de la Mecque les pèlerins sénégalais. C'est l'assurance du directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mamadou Ndiaye, soutient juste qu'il y a une recrudescence de la grippe et c'est lié à la période de l'année. Nous l'écoutons au téléphone de Nafissa Toussila. Il faut qu'on s'entende sur les termes. Nous, on avance le terme épidémie sur des données, sur un certain nombre de critères. Juste pour revenir à la question, la grippe est une maladie qui fait l'objet toujours, il y a une recrudescence des cas de grippe toujours à cette période de l'année, notamment dans le mois de septembre vers début octobre. C'est toujours un caractère qui fait que la grippe connaît une recrudescence à cette période. Le fait que ça coïncide avec le retour des pèlerins, vous savez que c'est un mois qui bouge, notamment par rapport à la survenue de la période et la coïncidence, les gens veulent faire une liaison qui n'a rien à voir. C'est toujours à cette période de l'année, si nous regardons nos courbes, c'est toujours la même chose. Il y a une recrudescence des cas de grippe à cette période de l'année. Deuxièmement, c'est important, la souche que nous avons actuellement, c'est pratiquement la souche classique. Pratiquement, si je regarde les bulletins que nous avons, c'est pratiquement l'hémophilus influenzae de type A qui est pratiquement apparu le plus souvent dans les prélèvements qui ne se font qu'à travers les sites sentinelles. Donc, en réalité, il n'y a pas de virus importé, il n'y a rien, c'est pratiquement la même chose en cette période de l'année. Et on ne parle même pas d'épidémie parce que c'est toujours la même période et puis il n'y a pas un nombre anormalement élevé de cas par rapport à la même période de l'année dernière. Si on regarde, c'est pratiquement la même tendance. RFM Soir. RFM Soir. Pabes Diba. Les jeunes de la commune de Mbaké menacent de saboter la traditionnelle visite d'avant Magal
idéal du président de la République. Ils veulent l'achèvement des travaux du nouveau stade à l'arrêt depuis des années. Ces jeunes étaient en conférence de presse cet après-midi. Maria Diop. Une grosse menace pèse sur la visite du chef de l'État à Touba, prévue comme chaque année la veille du Grand Magal. Les jeunes de la commune de Mbaké, réunis autour d'un collectif, se disent déterminés à saboter la visite du président Sall. Ndongo Diouf porte leur parole. L'État ne lâche que ce que le peuple lui arrache. Et Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc cela libère. Bon, nous allons d'abord porter des brassards rouges comme on l'a fait pour lui montrer que vraiment nous sommes trop mécontents même. Ces jeunes continuent d'exiger l'accélération des travaux du nouveau stade. Nous sommes là pour vraiment mener cette lutte-là et tout simplement inciter le président de la République à travers son ministre Matarba qu'il finisse notre stade. Donc la population ne va plus entendre. Dar, maintenant. Donc s'ils ne le font pas, donc nous allons nous lever et passer à la vitesse supérieure. Après la fermeture du stade Mandela, l'ODCAV a décidé de délocaliser ses matchs à Diourbel. Une décision qui tarde encore à se matérialiser. Marema Diop, Baké, RFM. Les commerçants du marché Castor accusent le maire de la localité de vouloir vendre le marché à des privés, chose qu'ils n'acceptent, qu'ils comptent pas accepter, même au péril de leur vie. 2 jours après l'opération de désencombrement du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, ces commerçants accusent l'équipe du ministère d'avoir saccagé leur cantine. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. Le compte-rendu de Oumar Mbow. Le marché Castor envahi par les commerçants, non pas pour vendre, mais pour contester. Rassemblés au milieu du marché, une foule compacte, dense et déterminée. Ils sont très remontés contre le maire et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. L'opération de désengorgement des lieux en est la cause. Ibrahim Ndoye, leur porte-parole. Au début, le maire avait dit qu'il voulait rendre propre et spacieux le marché. On n'était pas d'accord parce que les délais étaient très courts. Mais après concertation, on a cédé. Vous voyez la saleté, le marché n'est pas du tout propre. Le pire est qu'ils ont détruit toutes nos cantines qui étaient légales. Une maquette leur a été présentée par le maire. Ces commerçants craignent que ce soit de la poudre aux yeux, une stratégie pour vendre le marché à des privés. C'est un plan bidon que le maire nous a présenté hier. Ils veulent le construire ici, alors que ça ne nous arrange pas. C'est trop moderne, ça ne répond pas à notre style. Mais on a compris qu'il veut vendre le marché. Ces commerçants s'érigent en bouclier. Ils ne comptent pas céder à la pression des autorités. Le maire Chergué réfute toutes ces allégations. Il fait savoir que son équipe n'a saccagé aucune cantine. Chergué laisse entendre que ces commerçants ne disent pas la vérité sur cette affaire. Il se désole d'ailleurs de leur comportement. Il est joint par Oumar Mbow. Je dois à la vérité de dire que de tels propos n'engagent que les propriétaires, n'engagent que ceux qui le disent. Ce qui est constant et qui est vrai, c'est qu'on n'a saccagé aucune cantine dans le marché. Ce que nous avons enlevé, c'est des tables qui ceinturaient le parc. Et ces derniers sont au nombre de 63. Ils sont identifiés. Et nous leur avons dit que nous enlevons ces aménagements de fortune pour construire de nouvelles cantines en votre faveur. Ça a été dit, ça a été redit hier à la réunion qui s'est tenue à la sous-préfecture. Pour ces derniers, il n'y a aucun problème. Nous-mêmes, nous reconnaissons l'existence officielle de papiers qui autorisent ces commerçants à s'installer au niveau du parcours dénommé le parc de Castor. Et si vous interpellez leurs propriétaires, ils vous diront exactement la même chose. Ce qui s'agit au fond dans la désinformation ou l'intoxication, mais ne disent pas les choses normalement. Nous n'avons rien à imposer. Me connaissant, on ne peut pas me reprocher d'être quelqu'un qui fait du forcing. Comment nous pouvons moderniser le vendre à des Marocains ou des Touaregs? Ça, c'est insulter vraiment l'histoire et la vérité.
Inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. La police a rendu public un plan de sécurisation. Il sera valable le 26 et 27 septembre. En plus de ce plan, la police dit avoir déjà entrepris des opérations de sécurisation qui ont abouti à l'arrestation de plusieurs personnes pour divers délits. Le commissaire Ndiare Sen a fait face à la presse cet après-midi. Le compte-rendu de Fama John. Depuis le début de l'opération, 587 personnes ont été arrêtées. Avec plus de 1600 hommes déployés, le commissaire Ndiare Sen se veut clair. Les fidèles devront se conformer aux directives de la police et ces hommes y veilleront. Nous leur recommandons en tout cas d'écouter et respecter les injonctions des policiers déployés sur les différents axes, qui après tout sont là pour leur permettre en tout cas d'aller et de revenir avec un gain de temps, mais en toute sécurité. Nous les invitons à se conformer aussi et surtout aux dispositions du code de la route à tout point de vue. En ce qui concerne le respect de la vitesse prescrite, le respect des distances de sécurité. Aux abords de la mosquée Massalikul Jinan, c'est-à-dire de la maison du Parti socialiste, au siège de l'ANSD, la circulation sera réservée aux piétons, à l'exception des officiels et autres invités qui seront munis d'un laissez-passer. En dehors de ces véhicules, aucun autre véhicule ne sera admis dans cette zone. Quand je dis véhicule, je mets dans ce lot-là les véhicules, les motocyclistes, les véhicules hippomobiles qui, eux, seront déjà filtrés à partir des limites de la ligne jaune, c'est-à-dire du secteur 2. L'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan, un événement qui rassemblera des milliers de fidèles. Pour une fluidité de la circulation, la police a mis en place un plan de circulation. Il comprend 3 secteurs. L'affaire Khalifa Sall, un dossier classé dans les tiroirs en cette période consacrée aux préparatifs de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Le maire de Dakar estime que ce n'est pas l'occasion de parler de cette affaire. Soham Wardini a été reçu cet après-midi par le khalife général des Mourides en compagnie de Bamba Fall, le maire de la Médina. Le compte-rendu de Diegan Nyang. Au moment où tout le monde l'attendait sur l'affaire Khalifa Babakar Sall, le maire de Dakar, Soham El Wardini, soutient que ce n'est pas le lieu pour en parler. Ce n'est pas le lieu. Nous sommes venus pour l'inauguration d'un bijou qui appartient au mobilier urbain de Dakar. Donc nous sommes des Dakarois, nous avons ce bijou dans notre territoire. Il est tout à fait normal qu'on vienne accueillir le khalife général des Mourides, qu'on invite les populations à se manifester pour une belle organisation de cet événement. C'était ça seulement l'objet de la visite. Le maire de la Médina, Bamba Fall, saisit tout de même l'occasion pour magnifier les efforts de Khalifa Sall pour la réalisation de la mosquée Massalikul Jinan. C'était la grande délégation de la ville de Dakar, conduite par le maire Soham Wardini. Donc on tenait, n'est-ce pas, à apporter notre soutien de cette grande manifestation, à ce grand rendez-vous. Et rappeler aussi que Khalifa Sall, quand il était maire de Dakar, s'est beaucoup sacrifié, a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à la construction de cet édifice. L'ancien maire de Dakar, toujours derrière les barreaux, certains socialistes ou encore ses proches profitent de toutes les occasions pour parler soit de son incarcération, soit de ses réalisations quand il était maire de la capitale. Khalifa Sall qui a tourné la page du Parti socialiste, la déclaration est du maire de Ndoulo pour Kani Bey, l'ex-maire de Dakar, travaille à la mise sur pied d'une grande coalition pour gagner les prochaines élections. Ce proche de Khalifa Sall qui invite par ailleurs le président de la République Macky Sall à se séparer des ministres Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam. Je vous propose de l'écouter. Pour Khalifa Sall et nous, ce que nous sommes en train de faire, on est en train de faire une large coalition pour rassembler certains leaders de partis politiques, de la société civile et d'autres personnes, des porteurs de personnes porteuses de voix, pour créer une grande coalition pour gagner les élections. Ce que nous sommes en train de faire. Mais le fait de rester au Parti socialiste, ça n'a aucun sens pour nous. Parce que depuis 2000, le Parti socialiste, il fait part dans beaucoup des élections, mais on n'a rien gagné. Donc le fait de dire voilà, je suis du Parti socialiste, ça n'a pas aucun sens pour nous. Ce sont des coquilles vides. Parce que Serigne Mbaye Thiam, il n'a aucune base politique nulle part. C'est diamétralement opposé comme Kani Bey. Moi, j'ai fait beaucoup de réalisations, beaucoup d'investissements dans mon village natal avant d'être maire. Quant à lui, il ne peut pas vous montrer rien du tout que j'ai fait ceci dans mon village natal. Il n'a aucune base. Aminata Mbengue Ndiaye, elle a perdu sa base. Elle court derrière Macky Sall. Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye, l'intérêt du Parti socialiste ne le concerne pas, ne les intéresse même pas.
c'est qu'ils cherchent leurs intérêts crypto-personnels. Moi, j'ai conseillé Macky Sall de faire sortir Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye dans le gouvernement, parce que je les qualifiais comme des arnaqueurs de la République. Les propos du maire de Ndoulo ont été recueillis par Babacar Diouf. C'était en marge d'une remise de fournitures scolaires aux écoles de sa commune à 22h passées de 15 minutes. RFM, partout, tout le temps. Avec plus de 800 mm de pluie enregistrée, l'hivernage se comporte bien au Fouladou. L'arachide active et le maïs de case sont déjà vendus en verre sur le marché. Les premiers semis du mil Souna sont presque en maturité. La Sodagri, qui a effectué une tournée dans les périmètres rizicoles, informe que le riz est en stade de croissance avancée. Abdoulaye Diallo. L'état actuel des cultures est satisfaisant, selon Habiboulaye Sidibé, DRDR de Kolda. Nous nous rendons compte que sur le terrain, effectivement, il y a un bon comportement des cultures. Et ça aussi, c'est à l'image de toute la région. Au passage, je vais rappeler que nous, au niveau de la région de Kolda, nous avons reçu les premières pluies utiles au mois de juin, dans la dernière décade du mois de juin. Et à ce jour, je pense que ceux qui ont eu à profiter de ces premières pluies utiles, pratiquement, ils sont à l'abri. L'exemple que je donne souvent quand vous rentrez dans la ville de Kolda, actuellement, le maïs se récolte en verre. Les récoltes en verre sont disponibles sur le marché. Et c'est le même cas de figure que nous avons avec toutes les autres spéculations. Donc ça, vraiment, nous pouvons nous en féliciter. La Sodagri, qui a effectué une tournée dans ces zones rizicoles, est également satisfaite de l'état des cultures. Alpha Bokar Baldé est le directeur général de la Sodagri. Donc on a vu à Boussimbal vraiment des cultures qui se comportaient très bien et que les organisations de paysans étaient vraiment engagées à travailler vraiment dans la collaboration avec les services de développement comme la Sodagri. On a fait un tour dans le périmètre de Djeddah. On a entendu les doléances des productrices. Les producteurs ont émis des doléances concernant l'acquisition de tracteurs. Le programme du tracteur, comme un tracteur. La pluie est également au rendez-vous. Tous les postes pluviométriques de Kolda sont excédentaires. Par endroits, il a plu plus de 800 mm d'eau depuis le début de l'hivernage. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. La délégation à l'entrepreneuriat rapide et le ministère de l'Agriculture a travaillé à mettre en place un programme de 30 milliards de francs CFA, lequel entend surtout pousser les jeunes et les femmes vers l'agriculture. L'annonce est de Pape Amadou Sarr, délégué général de la DR. Nous l'écoutons avec Abdou Diouf Diagne. L'objectif de la DR, c'est de pouvoir travailler avec le ministère de l'Agriculture pour nous accompagner à identifier les bénéficiaires, les accompagner, les suivre et s'assurer que les ressources que nous mettons à disposition soient utilisées à bon escient et impactent le développement de notre pays. C'est l'agriculture au sens large. On parle de l'horticulture, on parle aussi riz, anacarde, tout ce qui est oléagineux. Et puis c'est de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation. Non, ce n'est pas le cas. En fait, les gens extrapolent ce qu'on veut dire. On est au début du recouvrement et le remboursement se passe très bien. Le recouvrement, on pourra le juger à la fin de l'année. Mais le taux actuel au niveau national qui est de 60% est satisfaisant. Et effectivement, j'ai moi-même personnellement été sur le terrain et mettre l'accent sur le fait que ce sont des prêts qu'il faut que les gens remboursent pour que d'autres puissent en bénéficier. Parce que d'aucuns pensent que c'est des fonds publics ou c'est des fonds politiques. RFM Sport. À 22h passées de 18 minutes, c'est l'heure de la page des sports avec Abdou Diouf Junior. Bonsoir Abdou. Bonsoir Pape Bess. Alors nous démarrons avec la gestion axée sur les résultats. Le ministère des Sports s'y prépare. La mesure prend effet en 2020, au mois de janvier plus précisément. C'est une réforme lancée dans l'espace UEMOA. Les services du ministère des Sports sont en train d'être formés pour réussir cette mission. La gestion axée sur les résultats et ses enjeux, c'est avec le ministre des Sports, Matarba. Les explications de Matarba à suivre dans cette page des sports. Matarba qui nous rappelle les enjeux de cette gestion axée sur les résultats.
Le 1er janvier 2020, nous serons dans cette gestion axée sur les résultats. C'est pourquoi les experts du ministère, avec nos collaborateurs de la Cour des comptes et quelques cabinets de consultance, nous sommes en train de partager cette formation, ces informations, surtout au niveau de ceux qui ont en charge la gestion de nos services, pour que effectivement toute la chaîne se mette dans cette dynamique de gestion axée sur les résultats. Une réforme extrêmement importante qui nous permet tout simplement d'aller de l'avant et de pouvoir rectifier quand on pense que quand on fixe l'objectif et qu'on se donne les moyens, on nous dit dans quelques mois il faut arriver à ce point B, il faut travailler à arriver à ce point, mais si on est bloqué aussi, il y a possibilité de pouvoir rectifier et de continuer. Je pense que c'est une excellente réforme et les cadres du ministère des Sports sont donnés les outils de comprendre cette réforme et le partage d'informations, c'est ce qui a suscité effectivement ce séminaire pour que effectivement au sortir de ce séminaire, que tout un chacun sache que effectivement les paradigmes vont changer, la gestion va changer, tout va changer et il faut se l'approprier. Achèvement des travaux du stade de Passy, les autorités municipales élèvent la voix. Le chantier a été démarré en 2005. Depuis, les autorités municipales attendent de le réceptionner. Le maire de Passy a confié à Aminata Goudiaby que les plus grandes compétitions du département de Foundiougne, la lutte en particulier, se tiennent dans ce stade, d'où la nécessité de le moderniser. Voici Papa Adama Sissé au micro de Aminata Goudiaby. Le stade dans lequel nous sommes, on voudrait qu'il puisse s'achever parce que le stade en réalité avait été mis en place dans le cadre de Fatigue 2005 grâce à Monsieur le Président de la République en son temps Premier ministre. Ce serait assez intéressant que ce Premier ministre devenu Président puisse achever les travaux du stade de Passy pour en faire un stade moderne qui puisse accueillir toutes les compétitions du département parce que comme vous le voyez, il suffit d'un peu pour que ce stade puisse répondre aux normes, notamment mettre une piste d'athlétisme, rendre le terrain praticable et surtout mettre des projecteurs pour qu'on puisse y organiser des sports comme la lutte parce que Passy abrite les plus grands combats de lutte pendant la période des championnats de lutte. C'est un endroit prisé par les promoteurs. Puis football, championnat populaire, l'ODCAV de Diourbel, pas fair play avec celui de Mbacké. Les dirigeants du Navetan à Mbacké avaient émis l'idée de jouer à Diourbel, faute d'infrastructures sportives. Khalidou Kamara, président de l'ODCAV de Diourbel, estime que cela va perturber leur calendrier. Il conseille à ses camarades de Mbacké d'organiser leur compétition dans les terrains vagues en prenant toutes les dispositions nécessaires. Khalidou Kamara, président de l'ODCAV de Diourbel avec Babacar Diouf. Non, on a appris la nouvelle par voie de presse, donc ils ne nous ont pas encore saisi officiellement. Donc vu est-ce que c'est faisable ou pas, donc je pense que moi, ma position personnelle, donc c'est pas faisable. Vu le nombre d'ASC qui est dans la commune de Diourbel, on a presque 63 ASC en répartis en 4 zones de 15, il y a des zones qui sont de 16 ASC. Donc vu qu'actuellement on est dans nos 8e journées dans chaque zone. Donc il nous reste les deuxièmes tours de compétition de la Coupe du Maire et les phases départementales. Donc l'autorité nous avait donné un ultimatum jusqu'au mois de décembre pour libérer le stade. Donc on ne va pas prendre de risque pour accueillir nos frères de Mbacké pour qu'ils viennent vivre, donc compétition puisse durer. Donc on leur conseille d'aller dans les autres stades, dans les terrains vagues pour organiser leur navetan. Fait comme ce que Diourbel avait fait en 2008, donc organiser des navetans dans les terrains vagues, réunir les conditions, assurer la sécurité des supporters et des amoureux du foot pour qu'au final, qu'ils puissent terminer leur compétition à terme. Cela nous a valu en 2008. L'équipe de Diourbel a été décrétée championne régionale, qui était l'ASC Yogo. Leur mission, c'est d'organiser des navetans, de réunir les conditions. Donc, il ne faut pas qu'ils faillent à leur mission. Il faudrait qu'ils réunissent les conditions au niveau de la commune de Mbacké pour organiser les navetans. Mais je pense que pour venir à Diourbel organiser des navetans, c'est un peu nous perturber. Puis football en Europe, Abdou, avec tout d'abord en France, l'AS Monaco qui se relance. En Espagne, le Barça se réveille. Les Catalans ont battu Villarreal par 2-1. Griezmann et Arthur ont permis au Barça de renouer avec la victoire. Le but de Santi Cazorla n'a pu que réduire le score. Lors de cette même 6e journée de Liga, le Betis Séville a accueilli et battu Levante 3-1. Valladolid et Grenade ont partagé les points, un but partout. En France, l'AS Monaco s'est montré réaliste face à Nice 3-1. Glovin par 2 fois et Ben Yedder ont marqué pour le club de la Principauté. Dijon, Marseille ont partagé les points, 0 but partout. Le gardien de but sénégalais était dans les buts justement de Dijon.
En Italie, il s'agit de Gomis, Alfred Gomis. En Italie, 5e journée, Hellas Vérone 0, Udinese 0. Brescia, pour la première de Balotelli, a perdu à domicile face à la Juventus de Turin, 1-2. Balotelli, donc, qui a fait ses débuts avec Brescia. Ronaldo n'a pas joué ce match. En Angleterre, 3e tour, League Cup. Colchester a battu Tottenham 4 tirs au but à 3. Les deux équipes avaient fait match nul, 0 but partout. À la fin du temps réglementaire, Arsenal 5, Nottingham 0. Preston a perdu à domicile face à Manchester City, 0 but à 3. Alors, handball féminin avec le tournoi qualificatif olympique. Le ministre des Sports, Matar Ba, rend visite au Lyon demain. Il est attendu à la Villa Metsu de Sali à partir de 12h. C'est la tanière des Lions qui prépare. La Villa Metsu, c'est la tanière des Lions. Les Lions qui préparent le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Le ministre des Sports, Matar Ba, devrait apporter son soutien au staff et à la délégation sénégalaise. L'objectif du Sénégal, il faut le rappeler, c'est de remporter ce tournoi de Dakar qui démarre jeudi face au Cameroun. Les Lions du handball se sont entraînés cet après-midi au complexe Dakar Arena de Diamniadio. La presse a eu droit à 30 minutes pour s'entretenir avec l'équipe. C'était Abdou Diouf qui nous a présenté la page des sports. Le tour du web sur RFM. Avec Fama John. Bienvenue. L'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan aura bel et bien lieu le 27 septembre, renseignent nos confrères de Seneweb qui citent la radio Futur Média. Le représentant du Khalif général des Mourides à Dakar de rappeler que la mosquée sera fermée dans la nuit de ce mardi pour l'installation des tapis. Et selon Makiou Faye, la mosquée sera rouverte après l'inauguration afin de permettre aux talibés de visiter. Bot7.com pour sa part informe que pour une réussite de l'événement, le président de la République remise par le ministre Amadou Ba au représentant des Khalif général des Mourides à Dakar. Pendant ce temps, le président Macky Sall est à New York. Mais un groupe de jeunes Sénégalais a manifesté devant les locaux du siège des Nations Unies. Les photos sont largement reprises sur les réseaux sociaux. Nos confrères de Seneweb de signaler que le président participe à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon Sénégo, président Macky Sall est parti avec son snapper Nya Kharenlo. Dans une vidéo, on voit le président ajuster sa veste et demander à Nya Yang Snap. Comprenez? Es-tu en train de faire un snap? Sport, pour terminer ce tour du web, Crépin Diatta dans les viseurs du Paris Saint-Germain et de l'Ajax Amsterdam. Selon le site d'information sportive YouSport, Crépin est encore sous contrat avec le FC Bruges jusqu'en 2024, ce qui signifie que les clubs intéressés devront débourser une somme très élevée. Le tour du web, c'est fini. À demain. Le marché sur RFM. Le marché avec Nafissatou Silla. Bienvenue. De Dakar à l'intérieur du pays, les prix des denrées deviennent encore plus élevés. Au marché central de Richard Toll, les marchandises coûtent excessivement cher par rapport à Dakar. Une situation qui s'explique selon les commerçants et c'est à cause des frais de transport. Ces commerçants n'hésitent pas à l'imputer sur le prix de vente. Cependant, ils veulent que le transport soit moins cher et sollicitent la présence de commerçants grossistes pour les soulager. Suivons ce reportage réalisé par Mamadou Diagne. ngay jëndee Dakar moom mënoo ko jëndee Richard Toll par rapport ak bi quoi distance bi du mën a nekk moom loolu moo mënul nekk lu ngay jëndee Dakar mënoo ko jëndee fii mënoo ko jëndee côté Fouta. Trouvé dans sa boutique en train de marchander avec des clients, Ifraba, jeune commerçant, fait la navette entre Dakar et Richard Toll rien que pour s'approvisionner en marchandises. Des produits jugés trop chers par ses clients, mais Ifra justifie cette cherté par les frais qui tournent autour de l'achat de ces articles. mënoo jënd dërëm jaayi dërëm loolu mënul nekk. On ne peut pas vendre un produit par le prix d'achat. De Dakar à Richard Toll, les produits n'ont pas le même prix.
C'est normal, même si on diminue les taxes, on est obligé d'amputer le prix du transport de Dakar à Richard Toll sur le produit, sans oublier les autres frais du voyage pour aller chercher la marchandise. Des idées partagées par Moudou Karambaye. Pour ce commerçant, le transport doit être allégé et que les grossistes doivent être présents sur le marché pour que les prix soient moins chers. Si on avait des lignes directes ou des grossistes, ce serait bien. On attendra alors que nos produits nous soient livrés. C'est moins de charges et le coût du transport ne sera pas imputé sur la marchandise. En attendant de trouver des solutions définitives, les clients gardent leur mal en patience et essaient de faire avec. Ici à Richard Toll, les produits sont chers mais accessibles. Au marché central de Kédougou, c'est tout le contraire. Là-bas, on ne parle pas seulement du transport, mais de l'inaccessibilité de la zone. Reportage à Kédougou, Jean-Paul Lour. La boutique d'alimentation générale d'Abdoumbaye grouille de monde. Il nous livre quelques-uns de ses prix de vente. Le sac d'oignon est à 8 000 francs, celui de la pomme de terre entre 10 000 et 11 000, le sac de riz à 14 500 et celui du sucre à 29 000. Et c'est difficile d'acheminer les produits ici. J'achète ma marchandise à Dakar, Touba ou même Tambacounda, et parfois même ici, ça dépend, et je m'en sors. Pendant que ce vendeur se frotte les mains, Fatoumata Sissoko et Teda crient leur désarroi. Nous achetons le kilogramme de pommes de terre à 500 francs. L'oignon varie entre 500 et 600 francs. Ce n'est pas fixe. Le riz local est à 400 francs. Ils l'ont augmenté. Avant, ça coûtait 350 francs. Kédougou, zone de transit, est à 703 km de Dakar. Son enclavement fait peut-être partie de ce qui explique la cherté des prix au marché. C'est tout pour le marché. Merci à Mamadou Diagne, Jean-Paul Lour et Hassan Diouf. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé avec Salimataou. Bienvenue. La cigarette électronique, aussi appelée vapoteuse, est un dispositif électronique générant un aérosol destiné à être inhalé comme la fumée de la cigarette. D'aucuns pensent qu'elle est moins nocive que la cigarette classique, une fausse idée, selon le docteur Abdul Aziz Kassé, enseignant à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le tabac a besoin, pour être utilisé, d'être allumé. Et c'est cette combustion qui dégage de la fumée. Dans cette fumée, il y a plus de 8000 substances différentes, parmi lesquelles il y en a presque 60 à 80 qui sont cancérigènes. La e-cigarette, en réalité, le vapotage n'est pas de la cigarette. Le vapotage utilise un appareil dans lequel on met un liquide avec de la nicotine et d'autres agents, et en tirant sur cet appareil, l'eau est chauffée à haute température et produit de la vapeur. Mais dans cette vapeur d'eau, les substances qui sont contenues dans le liquide vont diffuser. Et on a montré que dans cette vapeur, c'est vrai qu'on ne trouve pas autant de substances cancérigènes, mais on y trouve des substances cancérigènes telles que l'acroléine, qui est un cancérigène, le formaldéhyde, des dérivés du benzène, qui sont des cancérigènes, et enfin des nitrosamines. Beaucoup de personnes, pour arrêter de fumer, choisissent le vapotage comme alternative. Attention, cela ne réussit pas à tous les coups. Effectivement, en passant à la e-cigarette, beaucoup de personnes ont pu s'arrêter. Malheureusement, il y a également notre groupe de personnes qui n'est pas arrivé à s'arrêter, c'est-à-dire qui a rechuté au bout de
quelque temps. Donc nous avions tous cru que la e-cigarette pouvait être une alternative à la cigarette. Malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de fumeurs de e-cigarettes finissaient par rechuter. Certains fument la cigarette pour se conformer à la mode et malheureusement, ils deviennent des accros jusqu'à devenir des fumeurs de la cigarette classique, explique le docteur Abdul Aziz Kassé. Ces personnes ont fini par être accros à la e-cigarette et finalement, la e-cigarette ne suffisant pas à certains de ces vapoteurs se sont donc transformés en fumeurs de tabac. Les e-cigarettes contiennent des substances dangereuses et il y a d'autres qui proposent des liquides avec de l'huile de cannabis et de la drogue et du coup, ils se retrouvent avec des problèmes bien plus graves que la cigarette classique. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour aborder en profondeur les effets secondaires de cette e-cigarette. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, l'invité. L'invité d'RFM soir, c'est Alpha Touré Diallo. Il est le chef du bureau des relations publiques et de la communication de la douane. Le prétexte de la grève de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Il s'entretient ici avec Seydou Noroba. Merci à vous, Pabès Diba, à vous qui nous suivez sur la radio Futur Média. Alpha Touré Diallo, merci et bonsoir. Bonsoir, M. Ba. L'ACIS, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, est à son 12e jour de grève. Alors, la douane peut-elle se dédouaner des accusations de l'association de ces commerçants du Sénégal, accusations qui sont relatives à la dématérialisation des procédures de dédouanement et l'application des valeurs de correction? Merci beaucoup, M. Ba. Comme vous avez dit, nous constatons aujourd'hui, pour le regretter aussi, un mouvement de grève de l'Association des commerçants et des industriels du Sénégal, ACIS, qui a débuté hier lundi, donc ils sont effectivement à leur 2e jour de grève. Dans leur plateforme revendicative, il y a eu beaucoup de choses qui ont été déroulées, entre autres. Ils ont stigmatisé la dématérialisation des procédures de dédouanement et également l'application récente des valeurs de correction. Pour nous dédouaner, comme vous dites, on n'a pas besoin de nous dédouaner, juste faire une explication. Donc pour commencer d'abord par les valeurs de correction, il faut dire que la douane est une administration qui a pour mission d'appliquer la réglementation. Aujourd'hui, avec l'accord de l'OMC sur l'évaluation de la valeur en douane, l'assiette donc des droits et taxes est fixée à partir de ce qu'on appelle la valeur transactionnelle, qui est, pour faire simple, le prix effectivement payé pour l'achat des marchandises qui ont fait l'objet d'importation. On s'est rendu compte qu'avec le secteur dit informel, qui est un secteur très important de notre économie, il y a des difficultés liées à leur structuration pour disposer de tous les documents, les factures, les bonnes factures et notamment s'inscrire également dans la logique du programme de vérification des importations. C'est la raison pour laquelle les textes qui régissent la valeur transactionnelle le prévoient d'ailleurs, qu'on a trouvé des méthodes de substitution et les valeurs de correction constituent donc un palliatif à l'impossibilité pour le secteur informel de se conformer à la mise en œuvre, à l'application de la valeur transactionnelle. Mais peut-être un palliatif pour la douane, mais un goulot d'étranglement pour ces commerçants. En vérité, pas pour tous les commerçants. Je dis pour ces commerçants qui sont en grève, bien sûr. Oui, tout à fait. Et il faut revenir un peu en arrière pour expliquer que les valeurs de correction ont été élaborées par l'administration des douanes de façon consensuelle. Et lorsque la Direction générale des douanes avait décidé de les mettre en application, les commerçants avaient demandé un délai, eu égard aux événements qui étaient devant nous, la fête de la Tabaski, pour se préparer à l'application de ces nouvelles valeurs. Ce qu'ils avaient obtenu, et le directeur général des douanes avait... Il y avait d'ailleurs, je peux couper, un gel de la procédure durant cette période de Tabaski. Oui, c'était ça la demande des usagers, qu'on gèle donc pour qu'on diffère un peu l'application de ces valeurs. Et en même temps, on avait décidé, le directeur général des douanes avait décidé de mettre sur pied une commission d'harmonisation
de ces mêmes valeurs, qui étaient composées de membres de la douane, mais également de tous les usagers, que ce soit les organisations syndicales, les individuels patronales et professionnels. Ils sont tous membres et on a travaillé pendant 6 réunions pour élaborer un document consensuel. Et lors de ces travaux également, Assis était convié. Assis est venu à la première réunion et a décidé unilatéralement de quitter la table, de quitter les travaux. Donc pour dire que c'est un document consensuel que nous partageons avec l'ensemble des usagers essentiellement, hormis Assis. Pour ce qui est de la dématérialisation, c'est un processus très long qui a duré, qui a commencé depuis 1980 avec la mise en place du système Gaindé. C'est donc une vision que nous avions d'automatiser le dédouanement. Le système Gaindé, c'est un système de facilitation. C'est dans nos missions de facilitation que nous avons essayé de mettre en place un dédouanement automatisé. C'est plus simple. Je donne l'exemple. Quand vous êtes un usager, vous avez vos bureaux à 20 km du bureau de douane où vous devez faire vos opérations. Si vous devez transporter les documents à chaque fois que de besoin, vous voyez le temps que vous devez perdre et les risques de perte de documents, tout ça. Mais avec l'automatisation, nous avons des interfaces, chacun travaille avec sa machine et on se voit. Et donc vous voulez dire que cette grève ne se justifie pas? À notre niveau, ça ne se justifie pas. Parce que ce qui est clair, c'est que la dématérialisation se défend elle-même de par sa pertinence et de par sa logique et de par sa conformité avec donc l'environnement, les exigences de l'environnement des affaires aujourd'hui et par son actualité par rapport au projet de modernisation de l'État. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Ces commerçants qui disent qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme, pourtant quand ils voyagent avec un billet d'avion dématérialisé. Ils ont des cartes bancaires, ils suivent les consignes, l'évolution de la technologie. Mais ils ne veulent pas que la douane se modernise, mais la douane doit se moderniser. Et on comprend qu'il y a des difficultés. Tout le monde ne peut pas être à niveau. C'est à ce sens-là que la direction des systèmes informatiques douaniers a initié une centaine de cycles de formation. À chaque fois qu'on doit passer vers d'autres étapes, on a pris la peine de façon pédagogique de former tout le monde, de mettre tout le monde à niveau. Et on a des journées de dématérialisation. Nous avons également, récemment, lorsqu'on avait mis en production la GRED, qui est une application de gestion des régimes économiques douaniers, le préalable était de former et tous les ONG, beaucoup d'ONG avaient envoyé leurs représentants ici et le corps diplomatique également. Donc la douane ne fait rien. La douane est dans une dynamique inclusive et dans une dynamique de concertation. Alors, nous sommes avec Alpha Touré Diallo, chef du bureau relations publiques de la communication de la douane. Faut-il dire, au regard des explications que vous venez de fournir, que la doléance de ces commerçants en grève ne sera pas satisfaite puisque le communiqué se veut clair, le dédouanement automatisé reste un projet irréversible? Oui, vous savez, la dématérialisation, c'est une opportunité à tout point de vue. C'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, c'est pas logique quand même de vouloir aller à l'encontre de cette dématérialisation. Peut-être qu'il peut y avoir un problème de compréhension, mais nous sommes toujours ouverts. La Direction générale des douanes est toujours ouverte à la négociation, à l'explication. C'est Assis qui a déserté de son propre gré la table de négociation, mais nous sommes toujours ouverts. Vous avez appelé à des négociations? Non, nous n'avons pas appelé à des négociations parce qu'il y a un mouvement que nous constatons. En tout cas, au niveau du port, les opérations se font normalement aujourd'hui. Autant alors parvenir ou arriver à des négociations. Vous avez commencé ces démarches ou il ne vous appartient pas aujourd'hui d'entamer ces négociations parce que vous voulez camper sur votre position? Non, il ne s'agit pas de camper sur ça. L'administration des douanes est un service public. C'est un service public. Notre rôle, c'est d'offrir un service public de qualité. Je vous dis, à l'heure actuelle, le dédouanement se fait correctement au niveau du port et au niveau de l'aéroport. Maintenant, s'il y a des problèmes, à chaque fois nous ouvrons des fenêtres et des tempéraments par rapport aux
aux décisions que nous prenons. Et d'ailleurs, pour preuve, lorsque la mise en œuvre de la dématérialisation avait posé, ce qui est tout à fait normal, parce que tout processus nouveau, tout procédé nouveau entraîne des dysfonctionnements au début. Ce qu'on a noté et repéré comme dysfonctionnement, on a ouvert des fenêtres pour régler ces problèmes-là de façon temporaire. Et la commission d'harmonisation a proposé dans ses conclusions qu'elle veut devenir maintenant une commission permanente qui doit être là pour veiller sur la mise en œuvre des valeurs de correction et pour anticiper sur toute difficulté. Donc, les structures sont là. Les cadres de concertation sont des cadres que l'administration offre. Mais l'administration des douanes ne va pas quand même demander. En tout cas, les cadres sont là si les gens veulent négocier, si les gens veulent aller discuter davantage. C'est notre rôle que nous allons jouer parce que nous sommes un service public. Négocier, discuter davantage, mais hors de question à vous entendre parler de revenir sur ce que vous avez déjà mis en place. La dématérialisation, c'est un long processus. Je vous ai dit que c'est depuis les années 90 et on y est allé étape par étape. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la douane, c'est toute l'administration de l'État qui se modernise. Aujourd'hui, si on veut revenir sur les aspects de la dématérialisation, on va compromettre pratiquement toutes nos chances de performance. C'est un élément de performance, c'est l'environnement des affaires qui l'exige et tous les partenaires de la douane quand même souscrivent à cette démarche, souscrivent à la dématérialisation et il y a quand même quelques velléités de résistance qu'il va falloir essayer de comprendre, de gérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur informel a toujours été accompagné par l'administration des douanes compte tenu de sa contexture, compte tenu de sa nature même. Mais l'administration des douanes continuera à accompagner tous les pans de notre économie parce que c'est notre rôle. Nous sommes les soldats de l'économie et nous continuerons à jouer ce rôle. Très bien. Merci à vous, Alpha Touré Diallo. Je vous en prie, M. Ba. Ça a été un plaisir d'être à votre antenne. Merci beaucoup.